Abdoul Sako, bonsoir. Bonsoir M. Condé, bonsoir à vos collaborateurs du studio, bonsoir à tout le monde qui vous écoute en Guinée, mais aussi de partout dans le monde. Et merci d'avoir accepté cette interview avec vos téléphones. Oui, Sansobari, première question pour notre invité. Alors, vous êtes exprimé, je veux dire, le Forum des forces sociales de Guinée, vous êtes exprimé à la suite de la décision d'interdiction de sortie du territoire infligée au 34 DAF. Et moi, je m'étonne un peu que vous vous alarmiez parce que, a priori, c'est une mesure de transparence, de bonne gestion. Vous qui êtes de la société civile, qu'est-ce qui vous dérange dans cette décision? Merci beaucoup. Et de la même manière que ça vous étonne, on a été effectivement aussi interpellé par d'autres, que ça nous étonne d'être aussi... Ça les étonne le fait qu'on a tendance à défendre des complices supposés du CNRD. Parce que pour les gens, tout ce qu'on a au jour d'aujourd'hui en termes de retrait, je ne sais pas, des passeports diplomatiques ou interdiction de sortie, c'est une forme de cinéma qui consiste à ce que le CNRD essaie de blanchir sa gestion pendant son temps. Mais de toute évidence, vous voyez, les étonnements sont de ça et là. Mais pour nous, le droit ne se défend pas en fonction de la tête de quelqu'un. Le droit ne se défend pas en fonction de vos relations avec quelqu'un. La loi, c'est la loi. Si vous avez fait le choix de défendre le droit, de faire la promotion de la gouvernance, dès que vous sentez les violations des droits, vous vous levez, vous alertez, vous dénoncez et vous proposez. Alors par rapport à cela, nous, je pense qu'il ne devrait pas y avoir aujourd'hui de questions autour de cela. Le fait que le procureur général de la Cour de la CRIEF soit débouté par la haute cour de justice de la CEDEAO pour des faits liés à la violation des droits de libre circulation des personnes en les retirant leur passeport, c'est la haute cour de justice, c'est-à-dire c'est une justice supranationale. Et que les Guinéens voient au lendemain, pendant que cette situation est, qu'on interdise par le même procureur, on interdise le droit de circuler librement aux citoyens. Et que nous lèvons. Nous disons attention, les mêmes causes produisent les mêmes faits. Arrêtons de banaliser, arrêtons de rabaisser la justice guinéenne. Sortons de l'émotion, sortons des questions d'ego, sortons des questions d'autoritarisme. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons fait qu'interroger? Est-ce que c'est sur la base d'une décision de justice qui a suivi les procédures normales que cette interdiction est liée? Est-ce que c'est des faits de corruption ou de détournement de biens publics qui sont établis, qui fait objet de cette interdiction? Pour nous, la sanction, quelle qu'elle soit, elle vient après avoir suivi les procédures normales. Donc, ce n'est pas une question de personne. Et nous avons demandé à la Cour suprême d'arrêter d'être muette sur les agissements de la Cour du procureur spécial. Quelle que soit sa spécificité, quel que soit son pouvoir, nous avons demandé effectivement, parce que pour nous, il ne serait pas au-dessus de la Cour suprême, nous au-dessus du ministre de la Justice. Nous avons demandé d'établir la légalité, la régularité de cette action engagée par le procureur. Parce que nous ne sommes pas dans le cinéma où nous allons faire du n'importe quoi pour distraire la population. Voilà le fait en soi. C'est pour ça, dès le début de la question de la CRIEF, nous sommes levés, nous avons dénoncé la question de détournement de biens avant que vous ne foutiez les gens dans la prison. Rassurez-vous que vous avez fait des audits en amont à travers les spécialistes et que ces éléments d'audit, ces rapports d'audit, soient remis à la justice confond les personnes inculpées à leur version. Si à la suite de cela, leur culpabilité demande les sanctions de quelque nature que ce soit, on l'applique. Mais dès qu'on a commencé à l'époque, de la même manière qu'on nous dit qu'ils sont étonnés qu'on défend les complices du CNRD, on a dit à l'époque qu'ils sont étonnés encore qu'on défende des gens
qui ont eu un train de vie ceci ou cela. Et aujourd'hui, où nous sommes après près de 2 ans, incapables de dire là où ils sont. Pardon, il faut qu'on arrête de rabaisser la République. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un cinéma. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Pendant ce temps, la mesure liée par exemple à la saisie des documents de voyage a été élargie finalement aux ministres et à tous les hauts commis de l'État. N'est-ce pas un début de réparation ou de prise en compte de vos inquiétudes? Non. Est-ce que, comment dirais-je, pourquoi alors c'est le procureur, je vais dire, qui prendrait une décision d'interdiction par là, et que c'est le Premier ministre qui fait un communiqué de l'autre côté? Ou bien nous ne sommes pas dans la même République, ou bien nous ne sommes pas sous la même gouvernance. Peut-être que le cas des ministres, on en est à la première étape. Donc, je voulais savoir quels sont les éléments de preuve. C'est pour ça que nous avons demandé à la Cour suprême et le ministre de la Justice de se rassurer de la régularité et le suivi normal des procédures en la matière. Selon vous, on est à quelle étape? Quelles sont les étapes qui ont été franchies par rapport au DAF? Si nous avons des éléments de réponse par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Et on nous a dit que c'est les passeports diplomatiques qui ont été saisis pour les ministres. Hein. Ce n'est pas une interdiction en soi de voyager. Oui, mais officiellement. Non, interprétons les faits. Interprétons ce qui est là. Et le Premier ministre a dit, ils veulent voir. Ce n'est même pas encore lié à une question de gestion, parce que le communiqué, il a dit même qu'il réitère sa confiance absolue à ses collègues ministres. Donc, ne me parlez pas de questions de gestion. Oui, mais ça, c'est une formule administrative, monsieur Sakou. Non, la question n'est pas là. Interprétons ce qui est écrit, interprétons ce qui est là. Parlons des faits. Ce n'est pas mon sentiment, ce n'est pas son sentiment, ce n'est pas le vôtre. Il nous dit dans le communiqué qu'il réitère sa confiance, même aveugle, à ses ans. Donc ce n'est pas une question de gestion. Il vous dit qu'il travaille avec le ministre de secrétaire général du gouvernement pour voir comment mieux, s'il faut régulariser la situation, peut-être même comment les accorder plus de facilité de sortie et de rentrée. On n'en sait pas. Et par rapport au concours, vous demandez qu'il y ait de la transparence. Est-ce que ça suppose que, à votre avis, il y a peut-être des raisons de douter du processus qui est en train? Je vais vous dire pour la raison, rapidement. Oui. Le temps n'y est pas. Mais par rapport à la question de modernisation de l'administration, je ne sais pas, de dépolitisation de l'administration, il y a eu tellement d'émotions, il y a eu tellement de bavures là-dedans. Vous vous souvenez de la retraite émotionnelle dans certains secteurs, dont l'éducation et la santé, pendant que le besoin de recrutement était. Et vous imaginez dans ces deux secteurs-là, tant que vous êtes là, l'expérience, vous avez de l'expérience. Dans les autres pays, il y a certains aspects, l'État négocie même à ce que les gens ne prennent pas la retraite. Comment vous pouvez comprendre, dans le secteur de l'éducation, où vous avez dans des zones où il n'y a pas d'enseignants, ils ont envoyé ceux qui étaient à la retraite avec l'émotion. Les conséquences étaient des échecs hors pair ces 2 dernières années qu'on a mis sous le label d'une certaine rigueur. Mais ce n'était pas vrai. Alors revenons à ces faits. Le ministre nous dit, il dit que le recrutement l'a fait suite à une sorte, je veux dire, d'épuration de la fonction publique, c'est-à-dire d'une gestion, d'un assainissement, je veux dire, sur la vision du président de la transition, mais une vision qui n'est pas chiffrée, une vision qui n'a pas d'indicateur, une vision qui n'a pas de précision. Ce n'est pas de la vision en soi. Pourquoi nous disons cela? Nous ne savons pas d'abord réellement quel a été le manque à gagner à la suite de l'assainissement du fichier, c'est-à-dire on a enlevé... Non, les travaux ne sont pas encore achevés. Et dans la foulée, on lance une opération de recrutement des agents. On ne devrait pas lancer un recrutement si on ne mesurait pas toutes les dimensions. On n'a pas les indicateurs. La gestion, ce sont des indicateurs aussi. Ils disent aussi au deuxième niveau que ce sont les ministres qui ont exprimé le besoin. Vous avez exprimé le besoin, cela veut dire que chaque ministère au jour d'aujourd'hui est à même de dire quel est le besoin en termes de personnel au niveau de son département. Et mieux encore, vous n'êtes pas sans savoir, il y a une question d'augmentation de salaire par là. Et il y a encore des milliers de fonctionnaires, je vous dis, qui ne sont pas postés. La responsabilité, le professionnalisme, l'objectivité aurait voulu qu'au premier niveau d'abord, vous essayez de dire
voilà le nombre de professionnels qui est dans tel département qui ne sont pas postés, voilà le besoin à la matière. Sur la base de cela, on peut savoir quel est le nombre total de recrutement. Pour nous, il y a deux choses. Quand on voit aussi les 100 000 affectés, avec tout ce qu'on demande aujourd'hui en termes de paperasse, vous vous poserez les questions, est-ce que ce n'est pas une forme de découragement? Le recrutement est déjà en clair, fait, en 30 secondes, est-ce que vous avez, comment vous trouvez aujourd'hui la conduite de cette transition? La conduite de cette transition au jour d'aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que c'est une équipe qui nous dirige ou bien c'est des colosses d'intérêt qui nous dirigent ou chacun fait ce qu'il veut là où il est? Personne ne peut l'interpréter parce que certainement il a un parrain qui est puissant. Donc la gestion de la transition nous ressemble comme ça. Nous nous posons la question, est-ce que ceux qui nous dirigent même savent là où ils nous amènent?